On va commencer dans After Effects. Donc là, j'ai mon rush. Tac, tac, tac. Monsieur, ça vous avez enregistré ou pas? Affirmatif, ouais. Normalement, s'il y a le petit bouton enregistré, super. Ok, donc on va voir du coup les différentes méthodes de tracking. Donc dans un premier temps, donc là j'ai mon rush. Donc ici vous avez le petit onglet tracker ici. Et là vous avez du coup différents paramètres de tracking. Donc le premier, le plus simple généralement, ça va être le track motion. Donc pour ça, il va vous générer un point de tracking. Ce point de tracking, donc là c'est un track uniquement 2D. D'accord? Je pense que vous le connaissez pour la plupart. Vous le placez à l'endroit où vous le souhaitez. Donc là on va traquer cet angle de fenêtre. Ensuite, petite habitude à prendre que je vous invite à chaque fois, c'est d'aller dans Options. Et dans Options ici, vous avez du coup le comportement du tracking. Donc là ça veut dire souvent, si on lance le tracking, si la zone que vous avez définie manque de contraste, le point de tracking va venir glisser. D'accord? Du coup ça va manquer de précision. Et du coup, après, c'est un peu chiant de revenir en arrière pour lui dire « Non, tu t'arrêtes là et on recommence le tracking ». Du coup, pour ça, on peut changer ici le paramètre pour lui dire « Stop tracking » si le niveau de confidence est inférieur à 80%. Là, je peux venir valider. Et là, après, j'ai le bouton ici « Play » pour venir traquer. Et vous voyez que du coup, il vient traquer ce point. Et vous voyez qu'ensuite, là, il s'est arrêté avant la fin de mon rush parce que le niveau de confidence n'était pas sûr. Donc, plutôt que de continuer et faire n'importe quoi, il s'arrête, il nous demande de valider si les coordonnées sont correctes. Si on est satisfait, on peut venir recliquer sur le bouton play. Donc vous voyez, donc là il n'est pas trop sûr, donc il s'arrête image par image, mais vous voyez qu'au fur et à mesure, il commence à glisser. Hop là. Vous voyez que là maintenant il est plus sur le coin de la fenêtre. Donc à chaque fois, vous voyez qu'il se déplace, si j'appuie sur U, il me crée une image clé à chaque fois sur sa position et son point d'ancrage. Et donc en fait ensuite, donc ça c'est le tracking classique, on va dire si vous voulez par exemple traquer comme dans un film le nom d'une ville, d'un bâtiment, d'un lieu, une petite flèche, tout ce que vous voulez. C'est avec cette méthode, le tracking 2D. Ensuite, maintenant, pour venir l'appliquer à une forme, ce tracking-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir se créer un objet nul. Donc là, je fais clic droit, nouveau, null object. Et dans la fenêtre ici, de tracking, vous voyez que j'ai choisir la cible. Là, je peux cliquer sur l'objet nul, je valide et je clique sur appliquer. Et là, en fait, il me demande automatiquement quelles coordonnées je veux appliquer sur mon objet nul. Moi, je vais récupérer X et Y. Et vous voyez qu'automatiquement, sur mon objet nul, il est venu me placer des images clés sur la position. Et maintenant, quand je mets play, on voit bien que mon objet nul est bien placé au bon endroit. Vous voyez qu'il est tout le temps sur le coin de la fenêtre. Donc là, après, libre à vous, par exemple, de mettre un texte. Et par exemple, ce texte-là, après, de venir faire un lien de parenté vers, parent link, vers l'objet nul. Et là, vous voyez que maintenant, on va avoir le texte qui se déplace en même temps. Seulement, le problème, vous voyez que là, le texte, il reste ferré à un endroit. Cependant, le problème, c'est que là, ma caméra, elle avance. Donc, normalement, mon texte est supposé changer de taille. Parce que plus je me rapproche, plus il grossit, plus je m'éloigne, plus il rapetissit. Donc, pour ça, vous avez une autre méthode de tracking, qui est plus ou moins là, dans la continuité de celle-ci. Donc là, je vais juste venir supprimer le tracking que j'ai fait. Voilà. Et supprimer mon objet nul, on en recrée un nouveau. Donc là, je repasse dans Tracking, je sélectionne mon rush, je clique du coup, comme tout à l'heure, sur Track Motion. Donc là, on retrouve un point unique, parce que justement, on traque uniquement la position. Si je veux traquer du coup, par exemple, la rotation et l'échelle, je vais venir cocher les deux cases qu'on a juste ici. Donc là, je coche rotation, je coche échelle. Et vous voyez que j'ai un deuxième point qui est apparu. Et donc en fait, c'est de la trigonométrie, c'est qu'en fait After Effects va prendre ces deux points-là, et forcément, plus ces deux points se rapprochent, plus ça veut dire que nous, on s'éloigne, perspective horizon, et plus je me rapproche, plus ces points sont supposés s'éloigner. Et c'est ça du coup qui va indiquer au logiciel si on a un changement d'échelle ou pas. Donc là, je vais prendre le premier point ici, on va prendre un deuxième point ici par exemple. Donc là, moi je fais tout le temps option, stop tracking, c'est bon, et là on peut cliquer sur play. Donc là, vous voyez que maintenant il va venir me traquer mes deux points. Et on voit bien qu'au fur et à mesure qu'il avance, donc là vous voyez que le point il a sauté ici, donc avec J et K on peut se déplacer d'image clé en image clé, donc là c'est où qui saute, c'est là, tac. Tac. Donc là, libre à vous aussi de venir pouvoir supprimer les images clés, avancer un peu dans le temps, et de venir du coup le réajuster, avant de relancer le tracking. Donc là vous voyez qu'il a moins déconné, c'est bon, tac, tac. Une fois que vous êtes satisfait de votre tracking, donc pareil, on a créé un objet nul, on va cliquer sur définir la cible, on sélectionne l'objet nul et on valide.
et on clique sur appliquer. Et vous voyez que maintenant, comme tout à l'heure, quand on a cliqué sur appliquer, on avait uniquement des images clés sur la position. Maintenant, nous avons des images clés sur la position, l'échelle et la rotation. Donc ça veut dire que quand maintenant je vais venir faire le lien de parenté de mon calque de texte vers l'objet nul, on va voir que, là, si je dézoome, vous voyez que de base il est plus petit, plus je me rapproche, plus il grossit. Sauf à partir d'un moment où vous voyez que là il va avoir du coup des tremblements, c'est parce que mes données de tracking n'étaient pas très précises. Là l'idée, je suis quand même allé assez vite. Il faut savoir que dans un workflow plus professionnel, c'est un corps de métier à part entière, d'accord ? Il y a des gens qui vont passer un an à juste suivre des pixels sur un écran et juste venir les marquer pour leur dire telle position, telle position, telle position. Donc c'est pour ça, là, ne soyez pas pressés. L'idée, c'est de prendre son temps et de s'assurer que tout fonctionne. Là, je suis allé assez vite pour monter le process. Et en soi, surtout, c'est que cette méthode-là, par rapport avec le tracking avec Blender, le tracking 3D, cette méthode-là ne va pas nous intéresser. Parce que là, on a uniquement un calque 2D et on a uniquement une fausse perspective, c'est-à-dire qu'on joue uniquement sur l'échelle et la rotation pour faire un semblant d'éloignement et de rapprochement de l'objet. Nous, ce qu'on veut, c'est un tracking 3D. Donc là, maintenant, hop là, je supprime tout. Donc je repars de mon rush d'origine. Et cette fois-ci, on va venir cliquer sur Track Caméra. Donc en français, ça va être Approche Caméra. Donc là, on va juste le laisser charger. Donc, automatiquement, ici, il va vous afficher du coup le nombre de frames qu'il est en train de scanner. Donc je sais que ça va marcher sur un rush. Si vous avez un rush qui est trop compliqué, vous allez avoir du coup la banderole ici qui vous affiche un message d'erreur pour vous dire que le rush n'est pas trackable. Et ça, on verra plutôt au cours de la semaine quelles sont les alternatives qu'on peut utiliser pour corriger ça. Donc vous voyez qu'automatiquement, quand je me déplace dans le temps, j'ai bien des coordonnées qui sont traquées sur mon rush. Si vous ne les voyez pas, c'est simplement que soit vous n'avez pas sélectionné l'effet, ou bien que vous avez cette petite case ici qui est décochée. Cette case-là, c'est pour afficher les contours des masques. Vous voyez, quand je la décoche, par exemple, j'ai beau cliquer, à part s'ils ont fait une image, ouais, ils ont fait une image, autant pour moi. À l'ancienne, c'était un enfer. Bon. Ensuite, en termes de paramètres, tous les simples paramètres que vous devez prendre en considération ici, c'est le comportement du rush. En fait, tout simplement, il va venir utiliser du coup différents algorithmes. Donc là, on a un angle de vue qui est fixe, on a un zoom qui est variable. La seule différence, c'est que soit vous allez avoir la caméra qui va se déplacer, soit la caméra qui va être fixe et qui va faire un zoom. Voilà. Et enfin, si aussi vous avez filmé vous-même, vous pouvez préciser du coup vous-même les spécificités de votre caméra. Donc généralement, oui, pour mettre l'effet. Non, normalement, tu as une fenêtre qui s'appelle Tracker, ou en français, suivi de mouvement. Ou juste suivi, je crois, en français. Non? C'est bon? Ouais. Et là, vous, c'est approche caméra. Voilà. Et également, en termes de paramètres, ici dans Advanced, ici, vous avez simplement la possibilité de cliquer sur Analyse détaillée. Et tout ce que ça va faire, simplement, il va juste passer un peu plus de temps dans l'analyse de vos frames, et vous allez avoir du coup une meilleure consistance dans vos rushs. Donc ça, on va voir du coup au cours de la semaine pourquoi on utilise l'un et pourquoi on utilise l'autre. Donc là, on va juste lancer une analyse traditionnelle, hein. On va laisser finir. Voilà. Donc du coup, comme je disais, une fois qu'il a fini d'analyser votre rush, automatiquement, quand vous déplacez votre curseur, vous voyez que j'ai une cible qui apparaît, la cible rouge. Et c'est comme ça en fait que je m'assure que du coup le logiciel a bien compris le rush. Vous voyez que si par exemple là ma cible rouge, j'essaie de trouver un bug là. Ouais, là par exemple, vous voyez que la cible n'est pas forcément dans la bonne perspective. Par rapport à là où elle détecte bien le sol, ici elle détecte bien les murs. Donc ça, c'est le meilleur des mondes. Je préviens, ce sera rarement comme ça. Souvent, vous allez avoir la cible qui sera un peu décalée, un peu qui sera variée, un peu qui sera un changement de perspective, etc. Donc pour ça, soit vous changez le type de rush, également vous cliquez sur analyse détaillée. Des fois, ça peut venir corriger le truc. Et sinon, on verra après au cours de la semaine comment venir rattraper un rush qui a des petits problèmes de tracking. Donc la première étape, c'est quand vous voyez qu'automatiquement, il sélectionne à chaque fois 3 points. Simplement, c'est de la trigonométrie, il prend ces 3 points, à partir de là, il est capable de décider si l'orientation de la face. Donc là, vous voyez que j'ai 3 points, donc je vais cliquer sur analyse détaillée. Et là, vous voyez que j'ai 3 points. Donc là, vous voyez que j'ai 3 points, donc je vais cliquer sur analyse détaillée. Donc là, vous voyez que j'ai 3 points, donc je vais cliquer sur analyse détaillée. Et là, vous voyez que j'ai 3 points, donc je vais cliquer sur analyse détaillée. Et là, vous voyez que j'ai 3 points, donc je vais cliquer sur analyse détaillée. Et là, vous voyez que j'ai 3 points, donc je vais cliquer sur analyse détaillée. Et là, vous voyez que j'ai 3 points, donc je vais cliquer sur analyse détaillée. Et là, vous voyez que j'ai 3 points, donc je vais cliquer sur analyse détaillée. Et là, vous voyez que j'ai 3 points, donc je vais cliquer sur analyse détaillée. Et là, vous voyez que j'ai 3 points, donc je vais cliquer sur analyse détaillée. Et là, vous voyez que j'ai 3 points, donc je vais cliquer sur analyse détaill
Vous pouvez également, si vous le souhaitez, faire des zones de sélection pour en sélectionner plusieurs. Mais attention à bien sélectionner uniquement des points qui sont dans le même axe. Également, assurez-vous, en vous déplaçant dans le temps, que vos points existent toujours. Par exemple, vous voyez qu'ici, les 3 points ici, là, enfin, ils étaient où? Il y avait 3 points qui se promenaient là. Voilà. Vous voyez ces 2 points-là, ils clignotent. Donc techniquement, je vais éviter de les utiliser. Donc ici, c'est pas mal. Première étape, quand vous avez du coup une surface ou une cible qui est bien détectée, ça va être de définir le sol. C'est-à-dire de calibrer la scène pour que ce point-là soit égal à 0, 0, 0 sur x, y et z. Donc pour ça, vous faites clic droit, et là vous avez définir comme sol et plan d'origine. Et toujours au même endroit, vous refaites clic droit, et là vous faites create, donc créer un solide et une caméra. Et vous voyez qu'automatiquement, il m'a créé ce solide-là. Automatiquement, il m'a créé une caméra et le solide est converti en calque 3D. Et maintenant, quand je mets juste play, on voit bien que mon élément est traqué dans ma scène. Par exemple, donc là l'intérêt avec les nouvelles features d'After Effects, c'est que maintenant dans After Effects, vous pouvez venir directement. Exactement. Donc là, vous voyez que j'ai un fichier GLB. Donc c'est le canapé que j'ai dans ma scène Blender. Je peux venir le drag and drop, l'importer. Et vous voyez que là maintenant, j'ai bien mon canapé. Et quand je me le déplace, j'ai un mouvement de caméra. Et vous voyez cependant que là, si vous faites attention ici, par exemple là, vous voyez le croisement entre mon canapé et ici la plaque, vous voyez qu'il y a un petit glissement. Donc pour ça, la bonne méthode à chaque fois, c'est de récupérer avec P les coordonnées de mon élément et les remettre sur mon truc, sur mon solide. Et là, normalement, on aura un tracking qui sera plus solide. Ouais. Pour animer, non, on n'a même pas besoin d'animer sur Blender, on anime directement sur After. Ouais, mais le modèle. C'est ça, ouais. Après, le problème que vous allez vite rencontrer, c'est que quand vous allez avoir, par exemple, faire l'ombre de contact, quand vous allez avoir, du coup, pouvoir modifier le matériau de l'objet, c'est là dans After Effects, on va être limité, en fait. Non, bien sûr, mais ce que je veux dire, c'est qu'en termes d'animation, il n'y a rien à faire sur Blender, c'est plus sur After. Bah, non, le non. matériau, on les crée, le mesh, le modèle, on le fait sur Blender, mais après, on l'importe. Alors, ben non, justement, ça, c'est la méthode rapide. Tu vois, si t'as pas de temps. Après, on verra, justement, par exemple, si je veux faire ça dans After, là, je ne peux pas, tu vois. Ah, ok. Tu vois ce que je veux dire? Si je veux faire un trou dans le sol qui s'ouvre, c'est ça, qui sort, par exemple. Et le problème aussi, c'est qu'après, tu n'auras pas, par exemple, là, si je fais un mode rendu ici, tu vois là les ombres de contact qui sont générées par le rendu. Ça, dans After Effects, c'est possible, mais tu n'auras jamais quelque chose d'aussi précis. À part si tu pars par des plugins externes. Donc là, simplement, c'est juste, ça, pour la pause, on va finir là-dessus, juste pour vous montrer, voilà, la première étape, récupérer un tracking. Ça peut être pertinent, par exemple, soit pour un animatic, un style frame, pour un échange avec le client, avant même de passer à la prod de votre scène sur Blender, vous pouvez lui faire prévisualiser rapidement à quoi ça peut ressembler directement dans le logiciel. Le problème, comme je disais, c'est que dès qu'on va avoir des ombres, des lumières, jouer avec les matériaux, on sera vite contraint dans After. On peut importer des HDR, on peut configurer la scène, mais on sera vite limité en fait. Donc du coup, s'il vous plaît, donc tout à l'heure on s'est arrêté là. Donc c'est-à-dire on a juste fait un tracking avec l'approche caméra directement dans After Effects et après on est venu placer un objet en 3D. Donc là, en l'occurrence, l'objet en 3D, on va juste venir le supprimer. Et la première étape, du coup, avant de faire l'export vers Blender, on va voir qu'il y aura 3 étapes. 2 étapes qu'on va faire là, après vous n'aurez plus besoin de les refaire. Ça va être installer le plugin de communication entre After Effects et Blender. Et enfin, l'autre étape qui est importante, ça va être de reconstruire la scène du coup en 3D dans After Effects. Je m'explique, c'est que comme c'est After Effects qui est venu calculer la profondeur, le comportement de la scène, on va venir du coup s'en servir pour venir reconstruire notre scène en 3D. Donc l'idée c'est de le faire très rapidement. Donc après aussi tout dépend du niveau d'interaction que vous voulez mettre dans votre scène 3D. Moi par exemple ici, je sais que dans la rue ici, entre guillemets, je vais faire une simulation avec des objets qui viennent tomber. Donc j'ai besoin de récupérer les collisions des 2 murs et du sol. Donc la première étape, c'est, donc si vous vous souvenez, une fois que j'ai fait mon tracking,
c'est de faire un premier tracking, cliquer sur Set Ground et Plane of Origin. Deuxième étape, c'est de créer un solide et la caméra. Ensuite, ce solide-là, on va venir du coup rapidement le modifier, histoire de prendre la largeur et la longueur de la rue. Assurez-vous quand vous mettez play que le comportement est plus ou moins potable. L'idée c'est de sélectionner d'autres points. Non, c'est en fait tu supprimes directement ta caméra et ton objet parce qu'ils sont corrompus. En fait c'est la caméra qui glisse, c'est pas l'objet. Parce que donc là si je reprends mon objet, quand je fais clic droit, create solid and camera, quand j'appuie sur la caméra et j'appuie sur U, on voit bien que c'est les images qui sont sur la caméra. Donc s'il y a un petit glissement, c'est que c'est votre caméra qui n'est pas bonne. Donc n'hésitez pas à venir la supprimer, resélectionner d'autres points et recréer du coup un nouveau solide et une nouvelle caméra. Ensuite également, je vous invite, donc là je vais juste venir le remettre lui rapidement, tac, 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 tac. Alors S. Tac. Ensuite, n'hésitez pas du coup à venir mettre plusieurs points. Par exemple, ici, je vais aller vers la fin du rush et on va venir mettre un point également sur la fin. Create solide. Juste pour vous assurer. En soi, je sais que celui-ci, ça va être mon calque de repère principal. Et pareil aussi également pour les murs. Je vais en mettre un ici, par exemple. Donc, vous voyez, une fois qu'on a créé la caméra, après, on n'a que l'option de créer un solide. Parce qu'on a une seule caméra pour la scène 3D. Donc là, je fais créer un solide. Vous voyez qu'à chaque fois, il vient me détecter la perspective. Donc là, je vais juste venir bloquer de manière très brute, entre guillemets, la hauteur du mur ici. Et voilà, sur sa longueur. Pareil de l'autre côté aussi. Donc celui-ci, create solide, hop là. Donc, vous voyez que celui-ci, par exemple, je peux venir réajuster un peu sa rotation, voilà, comme cela. Et donc là, moi, je suis à peu près satisfait du blocking de ma scène. Ensuite, l'étape suivante, donc là, c'est une étape à usage unique, entre guillemets. Ça va être installer les plugins. Donc là, je vous ai juste partagé dans le Discord un lien vers deux plugins. Un plugin pour After Effects et un plugin pour Blender. Donc ici, vous avez les deux plugins. Le zip, quand vous cliquez automatiquement, il télécharge. D'accord, le zip, le premier lien, c'est pour télécharger l'add-on vers Blender. Et le JSX, exactement, c'est pour le script pour After Effects. Donc une fois que vous avez téléchargé le fichier JSX, ouais. Non, ok. Ensuite, on va venir l'installer, ce script. D'accord? Donc quand vous allez dans After Effects, dans Script, là vous avez Install Script File. Et là, vous allez venir du coup aller dans votre fichier de téléchargement et récupérer le fichier JSX. Moi, il est déjà installé, donc automatiquement, ça va venir juste fermer la fenêtre. Vous allez le retrouver dans Fichier, Script. Là, vous avez Export Composition Data to JSON.jsx. OK pour tout le monde? Une fois que maintenant on peut le cliquer, donc là je l'active, il va me demander du coup où est-ce que je veux enregistrer ces données. Donc là on va venir créer, hop là, un nouveau fichier. Hop là. Demo strict, tac. Ensuite, en termes de paramètres, donc moi je vais juste venir décocher cette option-là, parce que là c'est uniquement exporter les calques qui sont sélectionnés. Moi je vais exporter tous les calques 3D, donc juste je décoche cette option. Et là, après, les trois paramètres ici, simplement, c'est pour définir quelle zone on exporte. Est-ce qu'on exporte toute la zone de travail? Est-ce qu'on exporte uniquement une zone bien précise? Moi, je vais exporter mes 10 secondes. Donc là, je clique toute la composition. Là, je peux cliquer maintenant sur Exporter. Un fichier JSON. Donc un fichier JSON, comme vous le voyez, c'est juste un fichier qui contient les coordonnées et les positions de mes points à un instant T. Donc là, dans Blender, maintenant, on va juste venir installer la donne. Donc là, pareil, c'est une manipulation que vous faites une seule fois. Quand vous allez dans Fichier, Édition, Préférences, ici vous avez Add-on. Là vous avez une petite flèche ici, Install from Disk. Et là maintenant vous allez pouvoir aller dans votre fichier téléchargement. Et ici,
Pour installer du coup un add-on dans Blender, c'est le zip que vous cliquez, d'accord? Inutile de le dézipper. Vous cliquez sur le zip, vous cliquez sur Install from disk, et automatiquement ça va l'installer. D'accord? Et vous allez le retrouver donc, ensuite, si vous allez dans Fichier, Importer, ici vous allez retrouver After Effects Composition Data Convert.json. Ouais, c'est ça, ouais. Oui. Alors si tu vas dans Édition, Préférences, Add-on, tout en haut à droite, tu as une petite flèche. Install from disk. Et là, tu peux aller sélectionner le fichier zip qui est dans ton fichier téléchargement. Et tu as le bouton Install from disk en bas à droite, normalement. Le zip, c'était le After Effects du Blender Export. C'est ça, ouais. Parce que l'autre, c'est un .jsx. Le deuxième fichier, c'est un .jsx. Oui, Le premier, GS. c'est le zip. C'est ça, ouais. Le zip, c'est pour Blender, ouais. Ok. Donc, une fois que ces petits plugins sont installés, comme j'ai dit, dans Blender, maintenant, on va aller ensuite dans Fichier, File, Importer, parce qu'on veut venir importer les données 3D de After Effects. Donc là, j'ai After Effects, Composition Data, je sélectionne. Et on va venir sélectionner, du coup, mon fichier street.data.json, et je clique sur Importer. Et vous voyez qu'automatiquement, on récupère les calques 3D, on récupère la caméra qui est là, qui est tout petite. Donc là, avec S, je vais venir l'agrandir un peu. Et quand je mets Play, on voit bien le mouvement de ma scène. Et vous voyez, on a même le mouvement de la fin avec la caméra qui monte un peu, vous voyez, quand... Tac, tac. Ensuite, étape très importante, parce qu'il y a peut-être quelques petits soucis de calibration à faire, d'accord? C'est-à-dire, de base, Blender, votre scène, elle est en 24 images par seconde. Cependant, là, j'en sais rien du tout, ma scène ici est en 25 images par seconde. Donc ça va créer un décalage entre mes deux scènes. Donc pour ça, immédiatement, je change le framerate de Blender, je le passe en 25 images par seconde. Deuxième étape également, c'est qu'il y a un petit bug avec ce plugin. C'est que, enfin un petit bug, c'est un bien grand mot, c'est que After Effects, quand il calcule ses frames, il calcule 1, 2, 3, 4, 5. Blender, il calcule 0, 1, 2, 3. Donc c'est-à-dire qu'il y a tout le temps une frame de décalage entre les deux logiciels. Pour la corriger, donc vous savez tous, Blender, interface modulable, on peut afficher autant de fenêtres que l'on le souhaite, etc. Donc là, je vais créer une deuxième timeline. Ici, je vais aller dans la dope sheet, d'accord? Et là, en fait, on va voir le résumé de toutes nos images clés. Pourquoi elles ne s'affichent pas? C'est normal, parce que soit ma caméra n'est pas sélectionnée, donc là, j'appuie sur A, ça apparaît, ou bien, deuxième option que je vous invite à faire à chaque fois sous Blender, dans le dope sheet, vous avez ici, vous voyez un petit filtre. Et là, on peut cliquer sur, de base, en fait, Blender affiche uniquement les images clés des calques sélectionnés. Moi, je veux tout le temps afficher toutes les images clés, même si j'ai aucun calque sélectionné. Là, j'ai bien mes images clés qui sont visibles maintenant. Et vous voyez que quand je zoome, on voit bien que la première frame est à la frame 0. Donc là, je vais faire A pour tout sélectionner, G pour déplacer, et je déplace juste d'une frame, pour juste corriger ce petit bug. Parce que sur des scènes, vous allez avoir, là, entre guillemets, la scène de la rue, on a un mouvement qui est assez continu, on n'a pas de gros mouvement, c'est pas trop dérangeant. Mais sur une scène très complexe où la caméra va se déplacer, regarder en haut et en bas, la frame de décalage, on la verra immédiatement, en fait. Donc, tout le temps, si vous voyez que vous avez un décalage entre votre vidéo et votre rush, que soit vous avez oublié de replacer la première frame, ou bien vous avez oublié de modifier le framerate de votre scène dans Blender. Ensuite, deuxième étape, pour y voir un peu plus clair. Donc là, maintenant, je peux rentrer dans la caméra. J'aimerais avoir, du coup, la vidéo en background. OK? Donc, pour ça, quand je clique sur ma caméra, donc là, vous voyez, donc là, vous savez, hein, si je clique sur ma caméra, automatiquement, j'ai la petite icône ici qui apparaît. Ici, vous voyez que j'ai la petite option Background Image. Je vais venir pouvoir la cocher. Cliquer sur Ajouter une image. Et nous, ce qu'on veut, c'est rajouter un movie clip. Et là, j'ai Open. Alors, vous voyez que là, en fait, là, le rush que j'ai importé ici dans ma précomposition, je suis venu le cropper, réduire le début et la fin. Du coup, le plus simple, pour ne pas vous mélanger les pinceaux, c'est directement de l'exporter tel quel. Donc là, je vais juste vers Fichier, Exporter, Média Encodeur, voilà, rapidement. Tac, tac, débit élevé, hop là, 25 images par seconde, pouf, pouf, on valide vite.
On va aller dans mon fichier Demo Street, on va l'appeler Rush Demo. Comme ça, on ne le perd pas. On enregistre. Tac, tac. Donc là, je suis venu exporter mon rush. On va venir le réimporter dans Blender, parce que comme on a vu, ce n'est pas le bon rush que j'ai importé ici. Donc là, on peut cliquer Ajouter image, Movie Clip, Open, Demo Street. Ici, j'ai mon rush. On l'importe. Et vous voyez que là, maintenant, j'ai bien mes deux éléments qui sont parfaitement synchronisés. Est-ce que jusque-là, il y a des questions? Ouais. Le fait qu'on agrandisse la caméra au tout début, ça change rien du tout? Ça n'impacte pas, non, du tout. Parce que lui, en fait, automatiquement... Alors, elle est où? Alors, à chaque fois, le seul truc chiant, c'est que After Effects nous crée plein de groupes. Donc, pour trouver la caméra, c'est toujours un peu marrant. Ah, c'est 3D Tracking Data, voilà. Et là, tu vois, automatiquement, il te crée juste des images clés sur la position de l'objet nul qui contient la caméra. Et ouais. Comment la caméra dans Blender, elle connaît l'ouverture et la profondeur de champ de la caméra? Alors ça, justement, c'est grâce à After Effects, c'est la mise à jour qu'il a faite. Parce que tu vois là, automatiquement, il me dit que du coup, on a une ouverture focal length de 30 mm. Et en fait, comme c'est la trigonométrie, c'est comme le plugin FSpy, je ne sais pas si vous connaissez. En fait, le plugin FSpy, on lui donne une image, on lui définit les lignes d'horizon et les points de fuite, et à partir de là, il peut estimer la focale que vous avez utilisée. Voilà. Et donc du coup, After Effects le fait la même chose de manière native. Donc automatiquement, il va venir modifier la focal length ici de votre caméra. Grâce au profil, je crois. Exactement. Et également, la variation que vous pouvez avoir, c'est que si dans After Effects, quand vous avez lancé votre tracking et que vous avez cliqué ici dans Variable Zoom, d'accord, vous allez avoir du coup des images clés ici sur la focal length, parce que c'est ça qui fait le zoom en fait. Mais automatiquement, les seules images clés qu'il va mettre, ça va être sur l'objet nul qui contient la caméra, comme on peut le voir ici. Et si vous cliquez sur Zoom Variable dans After Effects, vous allez avoir du coup ici la focal length qui va venir s'animer en fonction des paramètres d'After Effects. Et du coup, After Effects détecte normalement automatiquement l'objectif qui a été utilisé pour filmer. Tac, 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 tac. Donc là, on a un tracking qui est plutôt bon. On a modifié la première frame. On est venu importer notre rush et tout. Jusque-là, tout va bien. Ensuite, vers quoi on peut partir? Donc là, forcément, en termes de bonne pratique, à chaque fois, tout le temps, on va venir passer en mode cycle. Et ensuite, pour gagner du temps, je ne sais pas si vous connaissez, vous avez un petit plugin qui s'appelle Blender Kit. Vous l'avez tous installé. Super. Donc là, Blender Kit, on va venir s'en servir, entre guillemets, pour venir appliquer une HDRI à la scène. Donc là, pour ça, je vous invite simplement à étudier votre rush d'origine. Donc là, on voit qu'on a quand même un ciel qui est bleu, mais la vidéo, elle est un peu cramée. Et vous voyez qu'on a des ombres qui sont assez douces, on n'a pas d'ombre franche. Donc pour ça, on va essayer de privilégier, là, dans les HDRI, Search Filter, un ciel, mais de préférence qui est un peu nuageux. Celui-ci, il est pas mal, par exemple. Donc là, on va venir l'appliquer. Si, tu peux. Mais l'intérêt d'une HDRI, je ne sais pas si tu vois, c'est plus... Exactement, mais surtout pour les faire, c'est que tu vas prendre une série de... C'est minimum 3 photos à 3 niveaux d'exposure différentes. Non. Mais le scale texture, il marche aussi techniquement. Natif. Donc là, j'ai appliqué... Donc là, quand je vais dans Material Preview... Alors, il ne me l'a pas appliqué, pardon, Sky. Hop là, c'est pas la bonne. Hop là, excusez-moi. On va prendre celle-ci. Non, celle-ci, elle est un peu rouge. Celle-ci, non, elle n'est pas bonne. Celle-là, trop franche. Coucher de soleil. Voilà, dit celle-là, ouais. Et donc là, vous voyez que quand je passe dans le render, maintenant, j'ai bien mon HDRI qui est appliqué. Donc là, le problème que vous allez avoir, c'est que là, ben, je ne vois plus mon rush. Pour ça, il y a une case à cocher dans les paramètres de Blender. Donc quand vous cliquez sur la caméra, donc ici l'onglet caméra, et vous allez enfin dans Film, là vous avez transparente. Donc là c'est pour faire un background transparent. Donc simplement il ne va juste pas afficher mon HDRI. Et pourtant elle est bien appliquée. Donc dernière étape entre guillemets, là, on va venir placer un objet. Donc tout simplement je vais venir me créer un cube.
Ah oui, aussi très important. Donc là, vous voyez, je me souviens de me créer un cube. De base, vous savez que un cube ou n'importe quel objet qui est créé dans Blender, il a un diamètre de 2 mètres. D'accord? Et donc ça, tout le temps, prenez-le tout le temps en considération si vous trouvez que votre rendu n'est pas réaliste. Parce que forcément, là, j'ai une scène qui est immense. Donc imaginons que je mets un rigid body, donc une simulation, mon objet va tomber très lentement. Parce que là, il tombe. Si ça fait 2 mètres, ça veut dire que ma rue, vous voyez, elle fait plus de 40 mètres de large. C'est pas très correct. Donc pour ça, on va juste venir, comme je disais, recalibrer notre scène. Et ça, on fait très sauvagement, généralement. C'est un peu à l'œil, hein, à part si vous avez les dimensions de votre objet. Donc pour ça, tout simplement, on va venir se créer un objet nul. D'accord? Dans cet objet nul, on va venir drag and drop tous mes éléments, sauf le cube, parce que le cube, lui, c'est ma taille de repère, comme je sais qu'il fait 2 mètres. Et là, je peux venir cliquer sur mon empty et avec S, réduire son échelle. Donc là, je trouve que c'est un peu plus correct, par exemple. Et également, pourquoi vous devez faire ça? C'est pareil pour les ombres. Quelque chose qui est immense n'aura pas le même comportement qu'un objet qui est petit. Quelque chose qui sera grand aura une ombre qui sera plus diffuse, alors quelque chose qui est petit aura une ombre de contact qui sera beaucoup plus intense et plus opaque. Donc tout le temps, essayez de garder ça à l'esprit. Et également, ça peut aussi vous aider, parce que des fois, en fait, les scènes ne sont pas forcément alignées dans un axe. Du coup, vous pouvez également, si vous le souhaitez, avec cet empty, venir remettre la scène dans l'axe que vous le souhaitez, si vous voulez gagner du temps dans votre animation. Ce n'est pas du tout obligatoire. Et comme en fait la vidéo en background est liée à ma caméra, ce sera tout le temps aligné. Tant que vous ne déplacez pas la caméra, il n'y aura aucun problème. Donc là maintenant, je suis un peu mieux satisfait du comportement. Et surtout, tac, 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 si maintenant je passe en mode render, vous voyez que là j'ai une ombre qui se comporte un peu mieux au niveau du sol. Ensuite, là le problème qu'on va avoir, c'est que si je lance un rendu, c'est que là mon sol sera visible. Moi j'aimerais qu'il ne soit pas visible lors du rendu. Donc pour ça, en fait, on a également une petite option qu'on peut venir cocher pour dire que ce sol-là devient un shadow catcher, c'est-à-dire un calque transparent qui attrape les ombres. Donc pour ça, on va juste venir le sélectionner. Et si vous allez, c'est ici, Visibility. Donc si vous allez sur le petit carré orange de votre calque sélectionné, tout en bas, vous avez l'onglet Visibility. Et là, vous avez Shadow Catcher. Et là, je peux venir le cocher. Et vous voyez qu'automatiquement, le calque est bien visible, mais vous voyez qu'il y a bien une ombre de contact qui est apparue. Donc là, tac, tac, tac. Donc là, maintenant, on va juste également refaire la construction de la scène. Donc là, moi, juste par souci de simplicité, je vais prendre le calque du sol, que je vais venir extrude sur les côtés pour simuler la rue. Donc là, en fait, tout dépend de ce que vous voulez faire. Imaginons que vous avez une simulation avec des petits objets. Forcément, ici, les petits objets vont venir glisser dans l'interstice. C'est pour ça que moi, je préfère prendre mon objet existant, passer en mode curve, sélectionner 2 points avec E et Z, extrude sur les côtés. Et les 2 calques après que j'avais de référence, je peux venir les supprimer. Comme ça. Et donc là, maintenant, j'ai bien une ombre de contact. Donc là, je reprends. Donc là, je vais juste supprimer ces 2 éléments qui sont mes couloirs de côté. Je prends juste mon plane. Avec Tab, je passe en mode Edit. Je prends les 2 vertex sur l'horizontale et avec E et Z, pardon, là, E et Z, je peux venir l'extrude sur la hauteur. Ensuite, libre à vous de venir tricher un peu. Donc là, on voit qu'ici que la perspective n'est pas très bonne. Donc je peux venir prendre le point et venir le monter comme cela pour venir ajuster un peu, par exemple. Et là, vous voyez que maintenant, on a un tracking qui est assez potable et un comportement qu'il se fait. Est-ce que jusque-là, il y a des questions? Ok. Et après, du coup, comme dans After Effects, maintenant, j'ai plus qu'à venir importer mon objet, le placer dans ma scène, lancer mon rendu, et tout va bien se passer. Ouais. C'était quoi l'IA pour faire justement le genre entre On y arrive, justement. Juste pour les Ouais. add-ons, vous pouvez expliquer comment Les installer? Ouais. Bien sûr. Donc, le premier add-on qui va dans After Effects, si tu fais fichier, Alors, attends, c'est le fichier zip.
Non, dans After Effects, c'est le point .jsx. Ah, le JSX. Ouais. Donc tu fais fichier, script, Je le peux le ranger n'importe où. peu importe, ouais. Après tu peux le supprimer parce qu'automatiquement il va le dupliquer dans les paramètres dans le dossier d'installation d'After. Donc là tu fais script, installe script file. Ouais, je vais d'abord en file, script, install script file. Là tu sélectionnes le fichier JSX. Et tu cliques sur Select, automatiquement ça va l'installer. Et après pour le retrouver, tu vas dans Fichier, Script, et normalement il va apparaître en bas là. Export composition data. .gsx. Non, tu l'as pas? Tac, tac, tac. Bon. Donc là, vous voyez, j'ai juste mis une image, et il m'a généré du coup mon canapé. Et donc du coup, après, vous avez l'option ici Material Generation. Et donc là, vous voyez que vous avez les différentes normales, les différents types de textures. Ici, vous avez automatiquement généré un matériau. Donc là, je clique sur confirmer. Forcément, comme il est en blanc, il va me dire un matériau blanc. Peu importe. Moi, je vais venir le remplacer après dans Blender avec Blender Kit pour avoir quelque chose de plus haute définition. Donc du coup, pour vos objets, je vous invite à utiliser cette technique-là. C'est un gain de temps, c'est rapide. Et surtout, vous allez voir que pour moi, si vous avez un bon workflow, techniquement, si vous savez où vous allez, les 3 vidéos, pour moi, en 3 jours, c'est fait. Donc là, vous voyez, j'ai mon objet 3D maintenant. Là, je peux cliquer sur télécharger. Et donc, tout ce qui me reste à faire après par la suite, c'est juste un drag and drop vers ma scène. Là. Importer. Et là, j'ai mon canapé. Qui est importé dans ma scène. Et après, je peux faire render. Et là, le seul problème qu'on a, en fait, c'est, vous voyez, la texture, elle est un peu trop blanche de base. Donc, moi, ce que j'aime bien faire, c'est aller dans Blender Kit. Là, vous avez matériel. Là, je vais écrire fabrique pour du tissu. Et vous voyez, j'ai mon canapé qui est donc intégré dans ma scène maintenant.